Bonjour à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Darly. Sur cette chaîne, on parle de relations humaines et sociales, de psychologie, de développement personnel et aussi de féminité. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et enclencher la cloche de notification. De telle façon, tu pourras être notifié à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on abordera une nouvelle thématique, on parlera de la loi ou du principe de Pareto et on montrera comment on peut se servir de cette loi afin d'identifier et de choisir le bon partenaire ou le partenaire idéal pour notre parcours de vie. Donc, dans un premier temps, on va déjà définir ce qu'est le principe ou la loi de Pareto et on montrera par la suite comment on peut s'en servir afin de déceler le bon ou la bonne. Donc, le principe de Pareto est aussi appelé la loi 80-20. Ce principe ou cette loi stipule que dans la plupart des phénomènes, on a remarqué que 80% des conséquences étaient dues à 20% de causes seulement. C'est un principe économique. D'ailleurs, il porte le nom d'un économiste italien appelé Vilfredo Pareto. Cet économiste au 19e siècle a fait une découverte majeure. Il a constaté que 80% des biens immobiliers étaient détenus par 20% seulement de la population italienne. Grâce à cette loi, il a aussi pu mesurer les inégalités économiques en mettant en exergue les écarts énormes quant à la distribution, à la position des biens et des richesses, d'abord en Italie, dans son pays d'origine, et par la suite en Angleterre, en Russie et en Prusse. Pendant longtemps, cette loi a été essentiellement éprouvée dans le domaine d'entrepreneuriat, dans lequel il a eu un effet de levier en permettant aux entrepreneurs de prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Par exemple, grâce à cette loi, ils ont pu constater que 20% des salariés produisaient 80% de la valeur d'une entreprise ou encore que 20% des clients généraient 80% des revenus d'une entreprise ou dans le domaine de la production, ils ont aussi pu constater que 20% de la production générait 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et grâce à ce constat, grâce à cette loi, ils ont alors pu dynamiser leurs équipes, optimiser leur production et par conséquent augmenter leur chiffre d'affaires. Bien qu'étant fondamentalement économique, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le principe ou la loi de Pareto est devenu un outil d'analyse universelle qui permet à tout un chacun de pouvoir mesurer les plusieurs aspects de sa vie afin de se rendre plus efficace ou de s'améliorer continuellement. Par exemple, pour ceux qui veulent garder un bel équilibre alimentaire, il est conseillé de manger 80% du temps sainement et les autres 20% du temps de pouvoir se laisser aller à des excès. Cette loi peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Déjà, on peut l'appliquer de façon ludique comme ça, en se demandant si on n'utilise que 20% des numéros dont se compose notre répertoire téléphonique. On peut déjà commencer comme ça. Donc, dans un premier temps, on va déjà se demander pourquoi utiliser la loi de Pareto dans la recherche d'un partenaire de vie. Tout simplement parce que la loi de Pareto étant un principe de déséquilibre, il nous permet en fait de prendre en compte trois facteurs essentiels. Le premier, c'est que le partenaire idéal n'existe pas. En effet, la personne qui pourrait nous correspondre à 100%, correspondre à 100% à nos attentes ou pouvoir combler 100% de nos exigences n'existe tout simplement pas. Et tant bien même cette personne existerait, on passera peut-être toute notre vie à la chercher et finalement on mourra désespéré et malheureux sans l'avoir trouvée. Donc ici, le principe de Pareto nous permet d'être un peu plus réaliste dans la recherche d'un partenaire et ça nous permet aussi de pouvoir rapprocher nos attentes de la réalité du terrain, simplement. Ensuite, étant donné que le partenaire idéal n'existe pas, le principe de Pareto nous permet d'ouvrir le champ de possibilités. C'est-à-dire, le partenaire idéal n'existe pas, il n'en demeure pas moins qu'il existe une multitude de partenaires idéaux, c'est-à-dire une multitude de personnes avec lesquelles on pourra établir une relation satisfaisante et saine et qui se maintiendrait dans la durée. Ici, la loi de Pareto nous permet en fait d'ouvrir le champ de possibles et d'être un peu plus optimiste dans la recherche du partenaire. Troisièmement, la loi de Pareto nous permet de ne pas nous focaliser ou nous axer ou rester coincés, on va dire, sur les petits éléments de négativité, les petites incompréhensions, les différences, les nuances, les incompréhensions, les nuances, les dissimilitudes qui peuvent venir polluer la relation. Elle nous permet de faire un constat simple, c'est qu'en matière de relations humaines, notamment de relations de couple, la perfection n'existe pas. Et l'imperfection, c'est une composante avec laquelle il faudra composer. On va dire ça comme ça.
Donc, la loi de Pareto nous permet déjà de prendre en compte ces trois facteurs. Ensuite, on se demande comment on l'applique, comment on procède en fait, comment on va à la recherche d'un partenaire avec la loi de Pareto. Tout simplement, on l'applique de façon bête et disciplinée, c'est-à-dire qu'on va à la recherche d'un partenaire avec lequel on a 80% d'aspects communs et 20% d'aspects non communs, mais avec lesquels on peut vivre. C'est essentiel de le préciser, 20% d'aspects communs avec lesquels on peut vivre. Il est important de préciser ici que chacun de nous peut adapter cette loi, la moduler selon ses attentes, selon ses exigences, selon ses besoins et selon sa personnalité. Par exemple, pour les personnes un peu plus exigeantes, elles pourront élever la barre un peu plus haut et ne chercher que des personnes ayant 90% d'aspects communs et seulement 10% d'aspects non communs. D'autres pourront l'adapter tel quel, 80-20, d'autres 70-30, 75-25. Et pour les personnes les moins exigeantes, on va dire ça comme ça, elles pourront redescendre la barre un peu plus bas et finalement l'adapter en 40-60 ou 35-65. Cela dépendra de tout un chacun. Il faut juste garder en tête l'idée de déséquilibre, c'est-à-dire d'avoir un pourcentage plus élevé de ressemblance et de similitude et un pourcentage moins élevé de dissemblance et de dissimilitude. Ensuite, on peut se poser la question ici, mais pourquoi être focalisé sur autant de ressemblances? Est-ce que c'est pas éreintant de chercher une personne ou un partenaire qui nous ressemble tant? Est-ce que le plus facile, c'est de ne pas juste trouver une personne qui nous aime, qui nous accepte comme nous sommes et avec qui on peut s'établir et se maintenir dans la durée? Et ici, c'est la sociologie quantitative qui vient apporter un élément de réponse, des éléments de réponse. En sociologie quantitative, il a été prouvé que l'adage qui dit qui se ressemble s'assemble se vérifiait bien plus que celui qui dit les opposés s'attirent. En effet, les opposés peuvent s'attirer, mais il a été démontré que les opposés s'attirent seulement à court terme. Voilà, dans la majorité des cas, bien sûr. Et pour illustrer cela, une étude a été menée dans une université texasienne par des psychologues. Cette étude a été menée sur plusieurs couples ayant une durée de vie conjugale ou de vie maritale assez longue. Et le but de cette étude était d'extraire la recette miracle et de comprendre quels ont été les facteurs qui ont permis que ces couples se maintiennent dans la durée. Ici, le constat, le diagnostic a été posé, le constat a été fait. On a constaté en fait que dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, dans la majorité des couples, il y avait beaucoup plus de ressemblance que de dissemblance. Les couples se ressemblaient plus. Ils avaient les mêmes aspirations, ils avaient les mêmes convictions, les mêmes centres d'intérêt et les mêmes valeurs. On peut aussi se demander que finalement, est-ce que c'est pas la vie commune qui a permis à ces couples de finalement se ressembler, finalement avoir le même caractère, les mêmes aspirations? Non. Les psychologues se sont rendus compte qu'avant qu'ils ne se rendent compte, ces personnes avaient déjà ces mêmes traits de caractère, c'est-à-dire elles avaient déjà des traits de caractère communs, elles avaient déjà les mêmes convictions, elles avaient déjà les mêmes valeurs, elles avaient déjà les mêmes centres d'intérêt, et ce sont ces ressemblances qui leur ont permis en fait finalement de se mettre ensemble et de pouvoir se maintenir dans la durée, tout simplement. Ici, il faut dire qu'il y a une croyance commune qui nous fait penser qu'en amour, les opposés s'attirent et se maintiennent dans la durée. Or, c'est faux. Et moi, je pense en fait que c'est l'industrie cinématographique qui a participé en fait à diffuser cette croyance et cette idée avec des films comme Titanic, Pretty Woman, le masque de Zorro ou encore Péché originel, en fait, qui lie des personnes qui n'ont que pour critère de ressemblance leur capital esthétique, mais qui sont totalement différentes l'une de l'autre, mais n'en demeure pas moins qu'elles vivent une histoire d'amour passionnée et qui est passionnante à notre yeux. Et je pense en fait qu'on a même été biberonné par cette idée depuis la plus tendre enfance avec des dessins animés comme Cendrillon qui épouse au prince ou La Belle au bois dormant, non, La Belle et la Bête, où la Belle finit par épouser la Bête qui est un prince qui a juste été enlaidi suite au sort jeté par une méchante sorcière, ou encore Marina et le prince et la princesse, le prince et la sirène. Voilà, le prince et la sirène qui vit dans les eaux, finit finalement par avoir une île avec le prince qui vit sur terre. Ils arrivent quand même comme ça à créer du lien, et voilà. Or, ils vivent dans des univers totalement opposés. On a aussi Tarzan qui finit par tomber amoureux de Jane. Tarzan qui a vécu longtemps dans la jungle, mais n'en demeure pas moins, en fait, qui finit par vivre une idylle avec Jane. Tout cela est une chimère. Dans la réalité, le prince n'épouse jamais la bergère, et encore moins, la princesse ne tombe jamais amoureuse du berger. Tout cela, c'est une chimère. En matière de couple, l'homogamie reste la norme.
Mais il n'en demeure pas moins en fait qu'on peut être attiré comme ça par des personnes qui ont une personnalité totalement opposée à la nôtre, ou simplement on peut aussi être, on va dire ça, on peut aussi avoir vu des couples qui rassemblent des personnalités totalement différentes, mais il n'en demeure pas moins que ces couples paraissent heureux et se maintiennent dans la durée. C'est vrai, c'est vrai. Et ce modèle de couple, ce modèle des couples existe, mais il n'en demeure pas moins que c'est une minorité. Et on va dire quoi, ce type aussi de couple, on a la psychologue Diane Flimley a créé une expression pour désigner en fait ce modèle de couple. Et elle a parlé ici d'attraction fatale. Qu'est-ce que l'attraction fatale? L'attraction fatale, c'est pour montrer en fait que les êtres humains, on a une tendance à désirer ce qu'on n'a pas. Et on a une tendance comme ça, en fait, surtout les femmes qui sont un peu plus sujettes à cela parce qu'elles sont un peu plus désireuses, elles convoitent un peu plus l'inaccessible, voire le mystérieux. Donc, on a tendance, en fait, une tendance humaine à désirer ce qu'on n'a pas. Et lorsqu'on rencontre une personne qui a une personnalité totalement différente de la nôtre ou qui évolue dans un univers totalement différent du nôtre, on a tendance, en fait, de premier abord à être attiré par cette personne. Tout simplement pourquoi? Parce que cette personne rapporte de la nouveauté, rapporte, nous fait nous sentir revivre voilà, et la personne vient en fait apporter la dose d'excitation qu'il manque à nos vies qui sont en majorité, dans la majorité des cas, assez monotones. Faut le dire. Et ici, le début de la relation, la fébrilité qu'apporte, voilà, la fébrilité en fait qui est, on va dire quoi, qui naît en début de relation, vient participer en fait à toute cette idylle. On se sent revivre, on se sent naître aux côtés de cette personne en fait. Et cette personne nous fait sortir des sentiers battus et nous fait découvrir une autre facette de nous. C'est souvent vrai et c'est souvent aussi beau de le vivre, mais il n'en demeure pas moins que la réalité nous rattrape souvent très vite et on sort de la relation et le constat il est là, il est fait que malheureusement les différences ont eu raison de la relation, les personnes se sont séparées ou tout simplement on se maintient dans une relation dans laquelle on est totalement insatisfait et dans laquelle on cumule pas mal de frustrations. C'est ça. Donc ici, c'est l'homogamie en général qui reste la norme et il a été prouvé que les personnes qui se ressemblaient duraient plus longtemps dans 80% des cas et les personnes qui étaient totalement dissemblantes duraient beaucoup moins longtemps ou duraient plus longtemps mais dans 20% de cas seulement. Donc c'est à vous de choisir. Et ici, on peut se poser la question que mais pourquoi ça? Pourquoi l'homogamie reste la norme et pourquoi la ressemblance en fait reste la norme en amour, en matière d'amour? Et ici, j'ai deux réponses. Ces deux réponses, c'est une analyse personnelle. Je pense en fait que la première raison, c'est parce que les êtres humains sont des êtres de sécurité. C'est-à-dire que nous sommes les arrière petits-enfants d'hommes et de femmes qui ont su se mettre en sécurité et qui ont su faire des choix sécuritaires. Le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental chez l'être humain. Et d'ailleurs, il y a plusieurs firmes qui ont bâti des fortunes colossales en comblant notre besoin de sécurité. C'est pour vous dire à quel point le besoin de sécurité est un besoin important et fondamental chez l'être humain. Et de ce fait, cheminer ou parcourir sa vie avec un partenaire qui ne nous ressemble totalement pas est très insécurisant. L'être humain est disposé, est beaucoup plus disposé à aller vers quelque chose qui lui ressemble et à se maintenir dans la durée avec une personne qui lui ressemble. Deuxièmement, les êtres humains sont des êtres d'habitude. C'est-à-dire en fait que se mettre en couple avec une personne qui a une personnalité totalement différente de la nôtre ou une personne qui évolue dans un univers totalement différent du nôtre est très énergivore car cela nécessite de l'adaptation voire de la suradaptation. Et lorsqu'on se met dans ce type de couple, en fait, on veut très vite en sortir, tout simplement parce qu'on veut très vite retrouver nos anciennes habitudes et de cette façon aussi, on veut retrouver une certaine quiétude existentielle, on va dire ça comme ça. Et pour terminer, ici, on peut se poser la question, mais quels sont les éléments qui peuvent composer les 20% d'aspects non communs et les 80% d'aspects communs? Ici aussi, j'ai fait une réflexion personnelle et il a été démontré en fait que tant bien même on a besoin de ressemblance, on a besoin de similitude, mais il n'en demeure pas moins en fait qu'il faut quand même une dose
Le mystère, une dose d'inconnu qui vient apporter en fait, une dose d'inconnu qui vient apporter la dose d'excitation nécessaire pour l'établissement et le maintien du couple. Donc, dans ces 20%, on pourra mettre les différences, les nuances, les incompréhensions, les centres d'intérêt différents. On pourrait mettre pas mal de différences qui viendraient comme ça apporter la dose d'excitation nécessaire à l'établissement et au maintien du couple. Et dans les 80% aussi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut en fait composer les 80% d'aspects communs ou d'aspects similaires? Et là, je vais sur une réflexion personnelle, je me suis appuyée sur 4 points, tels les points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, 4 points fondamentaux sur lesquels il faudra checker pour voir s'il y a quand même un certain pourcentage de ressemblance. Le premier point ici, c'est le projet de vie. En effet, il faut avoir une vision de vie commune ou des aspirations, une vision de vie commune ou des aspirations de vie commune. Une personne qui aimerait comme ça élever ses enfants en pleine campagne et cultiver son verger derrière sa maison ne pourra pas se mettre en couple avec une personne qui aimerait faire le tour du monde. Une personne qui aimerait vivre sa vie stable, avoir une situation professionnelle stable, ne pourra pas se mettre en couple avec une personne qui aimerait vivre une vie de hippie. Ça ne marchera pas. Il faut être honnête dès le départ. Ensuite, ça pourra marcher pour un petit temps, juste pour une petite idylle, voilà, et tout, pour délirer un peu. Mais dans la durée, ça ne marchera pas, en général. Ensuite, on a la culture. La mondialisation nous a vendu quelque chose d'assez particulier parce que en fait avec le déplacement des populations à travers le monde, on nous présente en fait le métissage comme l'avenir du monde. Or, lorsqu'on regarde au plus près, l'endogamie et l'homogamie restent la norme de par le monde. Or, la mondialisation nous dit en fait qu'une personne qui sort au fin fond de l'Australie et une personne qui sort au fin fond de l'Afrique pourraient aisément se mettre ensemble et finalement bâtir une relation sereine, une relation satisfaisante. Ça peut être vrai dans certains cas, mais il n'en demeure pas moins que la plupart du temps, ce sera faux. Pour établir une relation pérenne et une relation stable, il nous faut des cultures assez similaires. Les cultures trop différentes, ça ne marchera pas. Tout simplement pourquoi? Parce que la culture détermine à des répercussions et des incidences on va dire quoi, importantes sur notre vie. La culture détermine notre mode de vie et la culture détermine la manière dont on va élever nos enfants. Donc il faut pour les deux partenaires une culture assez similaire. Sinon, ça ne marchera pas. Il en va de même pour les croyances. Pour une personne qui est très religieuse, ça ne servira à rien de se mettre en couple avec une personne qui est totalement athée. C'est vrai que dans certains cas, on a vu des personnes se convertir par amour et finalement devenir plus croyants que le partenaire qui les a convertis. Il n'en demeure point moins que dans la majorité des cas, dans la majorité des situations, c'est pas souvent le cas. Dans la majorité des situations, on finit par se séparer et se rendre compte en fait que on n'avait pas en fait, ça ne pourra pas marcher et qu'on n'avait pas du tout la même croyance. Ici, le facteur culturel reste un facteur déterminant. Ensuite, on a la famille. En effet, la famille est souvent le cadet de nos soucis lorsqu'on rencontre une personne. On se dit, voilà, et c'est vrai parce qu'on rencontre souvent aussi sa famille après, voilà, après un temps, après avoir vécu la relation pendant un certain temps. Il n'en demeure pas moins que la facture reste aussi une composante essentielle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas à quel point on aurait été une personne totalement différente ou on aurait eu un parcours de vie totalement différent si on n'était pas fille de notre mère ou fils de notre père. La famille reste un système et c'est le système social, on va dire ça comme ça, le plus influent sur les individus. Donc, même si en fait on se dissocie de sa famille, même si on finit par quitter sa famille et vivre notre vie, il n'en demeure pas moins en fait qu'on reste le fruit de notre famille. Donc, la famille d'une personne reste essentielle tout simplement parce qu'on n'épouse pas un partenaire, on n'a pas une relation avec un partenaire, on épouse un partenaire et sa famille, on a une relation avec un partenaire et sa famille. La famille reste une composante essentielle avec laquelle il faudra dealer tout au long de la relation. Donc, la famille de la personne reste essentielle. Quelles valeurs elle partage, comment elle se comporte, comment elle se comportera avec nous. Voilà, ce sont des éléments à checker. Ensuite, enfin, on a les valeurs. Il nous faut un socle de valeurs commun. Pour des personnes, en fait, qui ont des valeurs totalement opposées, ça ne matchera pas. Par exemple, pour une personne qui a une haute valeur familiale, ça n'ira pas avec une personne qui s'en fout de la famille. Ça n'ira pas. Et pour une personne, en fait, qui a la valeur du partage, ça n'ira pas avec un avare.
en fait, il faut un socle de valeurs communs afin de pouvoir s'établir et se maintenir dans la durée. Donc, c'est un peu ça les quatre points essentiels que j'ai identifiés. Vous pourriez compléter dans les commentaires et ajouter certains éléments que j'ai peut-être oubliés. Voilà, et moi, ça m'enrichira. Moi, j'ai pensé en fait que ce sont les quatre points essentiels sur lesquels il y aura beaucoup plus de dilemmes décisionnels et sur lesquels on fera beaucoup plus de compromis. Donc, c'est un peu ça. C'est de cette façon que la loi de Pareto peut nous aider à trouver le bon partenaire et à se maintenir avec le bon partenaire dans la durée. Donc, je suis à ma deuxième tentative de vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!